organisé par Christiane Alonso de chez Damazelle et moi-même. Alors, c'est parti sur quelque chose de complètement... On discutait, on est toutes passionnées par l'alimentation. Moi, dans le cadre de mon métier, hein, puisque je suis naturopathe, et puis Christiane, qui fait toujours des bons petits plats, le végétarien, le sans gluten, elle fait aussi du sans gluten, du sans laitage dans son salon de thé, que je vous conseille d'aller goûter, c'est très bon. Et donc, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas une conférence? Une journée de conférence. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et donc, on a demandé aux 4 conférenciers que vous allez voir aujourd'hui, hein, pour répondre présents. Et nous sommes ravis que ça vous ait attiré, ça vous ait donné envie de venir. Tu veux dire un petit mot, Christiane? Bonjour à tous et merci d'être venus, surtout le matin. Voilà. Le matin, on sait qu'il y en a plusieurs qui viendront que l'après-midi, mais déjà le matin, vous êtes venus. Voilà, nous attendons la conférence avec impatience. Alors, donc c'est Anne-Yvonne qui va démarrer, qui a la dure tâche de démarrer la journée. Donc, le but de cette journée de conférence, on a eu envie de faire ça pour vous permettre d'avoir accès à des informations qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les médias classiques sur l'alimentation, sur les moyens naturels de santé. On entend beaucoup de choses, on entend tout, son contraire, on ne sait plus. Donc, on s'est dit, voilà, c'est un peu le but de cette journée. Vous allez entendre 4 points de vue, différents mais complémentaires. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Chacun a sa vérité, mais il est toujours intéressant de la compléter, de prendre là où ça résonne en nous. Donc prenez et puis faites-en ce que vous voulez après. Vous allez voir, vous allez avoir des informations vraiment passionnantes. Donc je vous souhaite de passer un bon moment. Juste avant, donc pour joindre la pratique à la théorie, on a souhaité aussi vous proposer de goûter, de manger aussi des nourritures bonnes pour la santé, on va dire. Donc vous avez, alors il y a des jus de légumes. Pour ceux qui ne connaissent pas les jus de légumes, j'ai fait des jus de légumes frais. Vous saurez ce que c'est. Vous avez des petits biscuits sans gluten, sans laitage, proposés aussi par Christiane, donc on peut se régaler sans gluten, sans laitage. Et nous avons le camion qui s'appelle VG Pirate, que vous n'avez pas pu rater en arrivant, qui propose des assiettes végétariennes. Mais alors c'est super bon, il y a plein de petites choses, donc si ce midi vous avez un petit creux, n'hésitez pas, vous allez découvrir aussi une autre forme de cuisine, pour ceux qui ne connaissent pas, et voilà, vous allez vous régaler. Voilà, mais écoutez, je vais laisser la parole à Anne-Yvonne. Profitez bien. Alors, elle va parler pendant 1 heure. Après, si vous avez des questions, voilà. À tout à l'heure. Je prendrai le micro tout à l'heure. Merci Anne. Je vais laisser mes fiches de côté. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu participer à cette rencontre. Alors, moi, je ne vais pas forcément vous parler d'alimentation. Je m'appelle Anne-Yvonne. Et j'ai fait, comme beaucoup de gens, des démarches au niveau des médecines douces depuis une 30aine d'années. J'ai accouché à la maison, j'ai pas vacciné mes enfants, je suis passée pour une neuneu quand j'étais végétarienne au niveau de ma famille. Il a fallu que je tienne bon dans tout ça, ça m'a solidifié, ça m'a appris à être différente du troupeau de moutons. Et aujourd'hui, je vais mettre l'accent plutôt sur la conscience. Que, pour moi, peu importe la méthode ou la technique, c'est la conscience qui est importante. Et après avoir fait une formation de naturopathe à Paris, j'ai rencontré Guylaine Danctot. J'avais lu son livre La mafia médicale, donc je vais m'appuyer dessus, et sur le livret La santé qu'elle a coécrit avec Mado, ce petit livret-là. C'est un petit livret rouge. En politique aussi, souvent il y a un petit livret rouge. Mais là, c'est vraiment un livret super sur plein de clés sur la santé autrement. Et donc, quand j'ai découvert la souveraineté individuelle, alors que j'étais en cours de naturopathie, j'ai vu que la naturopathie n'avait plus de sens pour moi. Et le fait de me préparer à être thérapeute, aussi, ça s'est clarifié parce que je me suis dit, en fait, chacun est son propre thérapeute. On a chacun notre médecin à l'intérieur de nous et il suffit de savoir comment ça fonctionne et de faire confiance à notre médecin. Moi, ce que je disais le médecin à l'époque, maintenant je vais plutôt utiliser le mot âme. On utilise, c'est en dehors des religions bien sûr, hein, si on n'avait pas une âme, on n'aurait pas la possibilité de vivre cette vie dans la matière. Voilà. Alors donc, toute la conférence, je vais vous expliquer le tableau, le grand portrait,
qui a été créée par Guylaine Anctot. Et maintenant, on l'appelle Guy parce qu'elle a laissé tomber la laine. Il y a tout un processus au niveau de la citoyenneté et de la politique et de qui suis-je vraiment qu'elle a développé. Mais moi ici, c'est plus sur le domaine de la santé que je vais axer la conférence. Alors, je vais commencer par dire ma vérité, c'est que j'ai un petit peu peur. Je me sens émue et j'ai un petit peu peur parce que c'est la première fois que je monte sur une estrade pour parler. D'habitude, je fais plutôt des conférences dans des milieux intimes avec des petits groupes. Mais là, bon, voilà, j'ai un petit nœud à l'estomac, ça va se placer. Déjà de le dire, je sais que c'est important et pour moi, c'est la peur qui mène le monde actuellement. Et si on prend conscience de nos peurs, on va guérir de beaucoup de choses, en fait. Et en prenant la mesure de notre peur, on dévoile l'ego, et petit à petit, l'âme prend la place. Mais c'est qu'en fait, on a un tel ego que c'est difficile. L'ego, il est sans danger quand on le touche. Il a très peur de perdre son pouvoir, alors que le pouvoir de l'ego, c'est un faux pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est dans l'âme. Alors, Personocratia, Guy, elle a créé cet enseignement qui s'appelle Personocratia, mais elle revient actuellement à la souveraineté individuelle. Personocratia, ça veut dire la personne qui se gouverne. On connaît bien le mot démocratie, où tout le monde, c'est le peuple qui gouverne, mais ne gouverne rien. Mais là, c'est retrouver son pouvoir intérieur, du pouvoir donc de l'âme. Ça peut être aussi sa petite voix, son être intérieur, on peut trouver le mot qui nous convient, parce que parfois âme, ça fait référence à la religion. Voilà. Alors, donc, Guy, après avoir écrit son livre La mafia médicale, qui a été toute une prise de conscience et un cheminement pour dénoncer ce qu'elle voyait dans le système médical. Ça a été écrit il y a 20 ans et la mafia médicale est toujours très très présente actuellement, même on dirait de plus en plus, hein, ça ne lâche pas comme ça, hein. Il y a du pouvoir, il y a de l'argent, beaucoup d'argent. Hein, un médecin c'est un homme d'affaires, c'est une femme d'affaires, mais c'est pas forcément dit comme ça. Ça va plutôt être des sauveurs bien placés, on va dire. Mais c'est quand même de voir les choses en face. Et autrefois, les gens croyaient au curé, à la soutane noire, et puis actuellement, c'est plutôt à la blouse blanche. Et même dans les milieux alternatifs, les personnes qui ont des symptômes importants courent facilement chez le docteur. Moi, j'en vois beaucoup. Hein. J'en connais, j'en côtoie. Moi-même, on m'a dit, la semaine dernière, j'étais à un stage de la technique NADO. Quelqu'un m'a dit, mais si tu ne peux plus bouger, qu'est-ce que tu fais Voilà, qu'est-ce que tu fais ben, je vais observer, regarder ce que je vis dans mon corps, de quoi j'ai peur. Et je l'ai vécu et j'ai attendu que ça passe, j'ai pris du temps pour moi. Et j'ai pas eu besoin d'aller chez le docteur, je me donnais le pouvoir à mon âme, j'ai dit à mon âme, fais ce que tu as à faire avec ces symptômes. Et la souffrance s'est arrêtée dans les 2 minutes. Après, la douleur s'est estompée dans les 2 jours. Donc, on a vraiment notre pouvoir guérisseur à l'intérieur de nous, sauf qu'on ne se fait pas confiance. Et on court à l'extérieur. Et ici, on voit dans le grand portrait, le mouton blanc, il fait confiance aux autorités extérieures. Alors qu'on est, en fait, ici, c'est un tableau qui indique les 4 niveaux de l'évolution humaine. On se prend souvent pour des moutons qu'on n'est pas, puisqu'on est une âme dans un corps. En fait, on est l'esprit créateur de tout, l'univers. Tout est amour infini. Et l'esprit s'est individualisé et a créé une âme. Donc là, il y a je ne sais pas combien de millions d'âmes sur la planète. Donc on a plein de miroirs, on a plein d'occasions de voir ce qu'on porte aussi. Et puis des espèces différentes, des races différentes d'humains. Ensuite, l'âme a abaissé ses vibrations, a créé un corps mental qui correspond au mouton noir, un corps vital. Les 2 corps ici sont dans le mouton noir. Et ici, le mouton blanc correspond au corps physique. Ici, alors, on voit les vibrations très, très lourdes. C'est pour ça que donc, Guy, elle a créé elle a mis ce tableau, l'iceberg. Et en général, on s'occupe que du corps physique. Toute la médecine
allopathique s'occupe du corps physique. Est-ce que c'est bon pour le micro? Je ne sais pas trop au niveau de la distance. C'est trop fort, donc il faut que je mette moins. D'accord. Alors, donc voilà, en général, toutes les médecines, toute la médecine allopathique s'occupe que de ce qu'on voit, du corps physique, alors qu'ils oublient le corps vital, et le corps émotionnel aussi, et on oublie le corps mental. Là, c'est plus les médecines douces qui vont s'occuper de ces deux autres corps-là, qui sont invisibles. Et ces trois corps-là, s'il y a des dissensions entre eux, eh bien, il y a de la maladie, entre guillemets. Parce que la maladie, c'est de la réparation d'un conflit. On verra ça un peu plus tard avec la médecine de la mort. Alors, en fait, c'est vraiment de voir, de remettre les choses en ordre et se dire, mais est-ce que je suis que ce corps physique, que ce que je vois de l'extérieur, alors que j'ai un corps vital, j'ai des émotions, des besoins, des désirs, j'ai un corps mental avec des croyances, tout ce qui se passe au niveau mental. Hein, je ne sais même plus ce qu'il y a d'autre comme... mais surtout les croyances, tout le domaine des croyances, c'est mental. Alors, bon, le mental, bien souvent dans le développement personnel, on dit, bon, le mental, il faut mettre de côté, c'est pas bien, il faut laisser, il faut arrêter avec son mental. Mais le mental, c'est un outil qui sert à mettre de l'ordre dans sa vie, un outil logique, qui est très très utile, hein. Il sert pour nous informer aussi, et puis donner une priorité. Alors en fait, on est complètement inversé, en fait. On s'occupe toujours de notre corps physique, on oublie le corps vital et le corps mental, alors que ce sont des outils très importants. Ensuite, au milieu, ici, entre l'âme et les trois corps, il y a un mur, comme un mur qu'on voit ici dans le grand portrait, comme un mur qui fait que je suis séparée de qui je suis, j'oublie toujours qui je suis pratiquement. Hein. Puis on a été programmé à plus savoir qui on est vraiment, à plus croire en qui on est. On met tout l'accent sur le matériel, l'extérieur, le paraître, les autres, les autorités extérieures. Donc on part toujours de l'extérieur pour aller à l'intérieur, pour savoir ce qu'on veut. Alors qu'ici, si je me souviens de qui je suis, une âme dans un corps, eh bien, je vais prendre les décisions de ma vie par rapport à moi et je peux remettre ma vie en ordre. Voilà. Et je prends la mesure de ma création. Je suis créatrice de tout ce que je vis. Alors, je suis créatrice consciente, mais je suis aussi ici, je suis créatrice mais inconsciente. Et c'est là que l'ego correspond au mouton. Un mouton blanc, un mouton noir. Il y a aussi le mouton jaune, le mouton spirituel qui sait plein de choses, mais qui ne passe pas à l'action. Alors, ce tableau, il est très intéressant. Il n'y a pas à le voir comme ici, c'est gris, c'est mal. Ici, c'est bien. On sort du bien et du mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ici, par contre, si on reste focalisé ici, avec des autorités extérieures, là, on se dit, bah, c'est bien, c'est mal. Ça, c'est le mental qui met toujours un jugement sur les choses. Alors, moi, j'invite à dire qu'il n'y a ni bien, il y a ni mal. C'est simplement animal, on va dire. C'est dans la biologie. Alors, à chaque fois que je prends la notion que je suis, la toute puissance que je suis créatrice de tout ce que je vis, même si j'ai des symptômes énormes dans mon corps physique, moi ça m'est arrivé, j'étais bloquée une semaine, j'étais tellement dans ma douleur qui devenait une souffrance, je résistais tellement à ma douleur que je ne pouvais plus, alors que j'enseigne et j'ai intégré pas mal de choses, là j'étais tellement dans ma peur de ne plus pouvoir bouger, d'être tétanisée, de ne plus pouvoir avancer, je me disais, je vais aller chez le docteur, alors que j'ai pris la décision consciemment de ne plus aller chez le docteur. Mais là, dans la douleur, je me disais, bon, je vais aller chez le docteur. Alors mentalement, ça disait, oui, mais il va te dire que tu es folle, ou il va mettre un gros diagnostic, et je ne vais pas m'en sortir. Alors finalement, je me disais, bon, si je connaissais un dealer, je prendrais une drogue, parce que finalement, les docteurs, ils sont dealers aussi, hein, ils donnent des drogues. Mais j'avais rencontré quelqu'un qui était dealer, et puis moi je le jugeais en me disant, oui, qu'est-ce que tu fais au niveau de la conscience, la drogue, c'est quand même assez bas. Et il m'a répondu en me disant, mais qu'est-ce que font les pharmaciens?
Mais ils ont pignon sur rue. Ils donnent des drogues avec l'autorisation du système. C'est comme l'alcool, hein. Il ne faut pas boire au volant, mais il y a de l'alcool dans tous les rayons des grandes surfaces. Donc bon, ça c'est les non-sens du système, de Papa État. Bon, fin de la parenthèse, j'étais souffrais tellement, je me disais, bon, je ne connais pas de dealer, donc je ne peux pas prendre de drogue, et tout d'un coup je me suis rappelé une histoire que Mado m'avait racontée concernant un problème qu'elle avait eu physiquement, et elle avait finalement fait ce que j'enseigne, donner la priorité à son âme, dit à son âme, fais ce que tu as à faire avec cette partie de mon corps physique. Et à ce moment-là, moi je me suis rappelé de cette histoire-là, et j'ai dit à mon âme, fais ce que tu as à faire, si j'ai à mourir, je meurs. J'avais encore une petite porte ouverte à la mort à ce moment-là, parce que j'avais tellement souffert toute la semaine. Et c'est l'abandon à mon âme qui a fait que ça s'est arrêté aussitôt. Et c'est vraiment, on ne croit pas qu'on est créateur de tout, mais c'est dans des moments comme ça qui ont une certaine force qu'on peut toucher, qui on est vraiment. Donc je ne dis pas qu'il faut aller chercher la souffrance, il n'y a pas à cultiver le culte, donc voilà, la souffrance, c'est pas obligatoire, on va dire. Hein. Ça c'est la culture judéo-chrétienne, il faut souffrir pour avancer, pour gagner son paradis et tout ça. Alors que non, on n'est pas obligé de souffrir, la vie peut être un chemin ensoleillé, un chemin de joie, de paix. Mais ça devient un chemin de joie et de paix si je suis consciente d'être créatrice et responsable de tout ce que je vis. Tout ce que je vis, c'est moi qui le crée. C'est pas les autres. C'est pas. Alors c'est sûr qu'il y a des agressions extérieures. En ce moment, beaucoup de personnes prennent conscience des chemtrails, des ondes électromagnétiques, de harpes, de toutes sortes de choses qui se passent au niveau extérieur. Mais encore là, soit je suis victime des ondes, des chemtrails, de la pollution de l'eau, de tout ce qui se passe, de la loi sur les 11 vaccins, mais soit je reste victime, et donc là, je me sens impuissante, je reste dans la guerre, je fais des pétitions, ou soit je suis créatrice. Et là, ça passe, je bascule à autre chose. C'est moi qui crée tout, c'est moi qui crée le système médical, entre autres, parce que ici, je vais parler plus de la santé, mais tous les systèmes, c'est moi qui les crée, à mon image et à ma ressemblance. Alors, à chaque fois qu'on donne son pouvoir à l'extérieur, eh bien, on reste ici, dans l'esclavage, dans la victime, dans le triangle de l'enfer. Vous avez dû entendre parler du triangle de Karman, victime, sauveur, coupable. Alors, souvent, on a une porte d'entrée. Hein. On rentre plus dans la victime, où on va être plus facilement sauveur, ou on va se sentir facilement coupable. Donc, le tout, c'est d'identifier dans quelle mesure je reste dans le gris, dans l'enfer sur terre. Alors qu'en étant, chaque fois, en basculant, en étant créatrice, en se disant créatrice, en étant consciente que je suis créatrice, et en prenant conscience des peurs, de la peur que je vis dans le moment présent, eh bien je peux avancer, je peux me transformer. Et à chaque fois, je fais des trous ici dans ce mur, et la lumière va passer dans la matière. Parce que beaucoup d'enseignements disent on va se réaliser plus tard, quand on sera plus sur terre, au paradis, c'est le ciel, là, dans la religion, enfin, où on va revenir. Peut-être que là maintenant, on a peut-être arrêté de se réincarner, hein, revenir dans un bébé braillard, c'est pas très amusant. Il faut tout recommencer à zéro. Alors les gens se suicident de différentes manières, par le vrai suicide qu'on connaît, ou par la maladie. Là, toute maladie est un suicide aussi. Donc peut-être que quand il y a une maladie, entre guillemets, c'est se dire, est-ce que c'est une catastrophe ou est-ce que c'est un cadeau? Alors ça commence par la même syllabe, mais c'est pas la même chose. Parce que c'est vrai que dans notre société, comme tout est dramatique ici, dans l'autorité extérieure, le sauveur, et bien tout est... Tout est grave, et du coup les vibrations restent en bas. Alors en plus, à l'heure actuelle, on est à une époque, la conscience de vérité elle est là, elle a été mise en place par différentes personnes, notamment Aurobindo et Mère, et on peut saisir cette conscience de vérité, ces vibrations qui sont élevées pour l'humanité, pour passer à autre chose que des humains animaux. On est autre chose que ça. On a la même biologie que les animaux, physiquement,
Mais sauf qu'on a une âme et une conscience. Alors, est-ce qu'on donne la priorité à notre âme et à notre conscience, ou est-ce qu'on continue de laisser tous les instincts mener notre vie, nos besoins, assouvir tous nos besoins, continuer à croire, être dans le jugement, alors que les autres, c'est nous, tout ce qu'on vit, c'est nous qui le créons. Voilà, c'est une autre vision de la vie, et on peut être partout, en fait. À l'heure actuelle, il n'y a nul endroit où se cacher. Tout est pollué partout sur la planète. Moi, c'est vrai que bon, ça peut être triste, hein, et en même temps, ça prend ça pour qu'on se réveille. Tout ce qu'on vit de désagréable pour l'ego, c'est ça que ça prend pour se réveiller. Ça prend des chocs. Il y a une américaine qui a écrit un livre, La stratégie du choc. Et si on n'a pas des petits chocs dans notre vie, eh bien on s'endort, on pédale, on vieillit, on attrape on a le comment dire, depuis l'enfance, la disquette, travailler, vieillir, souffrir et mourir. Et c'est sortir de ça. Parce que l'humanité, elle va passer à autre chose, qu'on le veuille ou pas. On va s'éteindre, si on ne veut pas. Mais s'il y a suffisamment de personnes qui veulent se réveiller, ça va faire une masse critique qui fait que l'humanité va se transformer. On sent bien qu'on y a beaucoup de personnes, hein, j'en côtoie beaucoup, qui disent ben, on est devant un mur, on est à la fin de quelque chose. Et les politiques, ils ne savent pas quoi faire, mais forcément, ils sont dans autre chose, hein, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur pouvoir, tout ça. Alors, il faut arrêter de compter sur un homme politique. Alors, ça veut dire peut-être arrêter de voter aussi. Parce qu'en fin de compte, pour manifester la transformation humaine en humain divin, elle dit pas tellement divin, elle n'utilise pas le mot Dieu non plus, mais elle va utiliser diès. Dieu et déesse, elle a fait une contraction de Dieu et déesse. Donc si on aspire à autre chose que ce qui se passe actuellement sur la planète, eh bien, on sent, enfin, moi j'ai senti très jeune qu'il y avait autre chose que ce qui m'était amené, ce qui m'était présenté. Et ben, je fais des choses dans ma vie, des pas pour avancer. Mais je le fais, mais pas avec l'ego. Toujours en étant à l'intérieur, en regardant ben, qu'est-ce que ça me dit de faire. Alors chacun va à un rail. Pour certaines personnes, c'est le domaine de la santé, pour d'autres, c'est la justice, pour d'autres, c'est l'éducation, pour d'autres, c'est la famille, pour d'autres, c'est la religion. Enfin, chacun a son rail. C'est de trouver, puis de voir dans quoi ça coince dans notre vie, l'identifier, voir de quoi on a peur, aimer sa peur d'abord. On ne passe pas à l'action sans aimer sa peur. Parce que c'est ça, on n'est pas dans là, c'est pas une démarche de guerre, c'est une démarche d'amour infini. Je suis amour infini. Je me crée tout par amour pour moi. Donc je vais agir en fonction de ce que ça me dit à l'intérieur. Alors Guy, elle a écrit des livrets super intéressants avec Mado. Il y a toute une série, l'évolution, l'autorité, enfin tous les sujets que je viens d'évoquer. Il y a des tremplins aussi, il y a des idées de qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie. Il y a des personnes qui disent moi ça va, je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire. Donc il y a des idées, puis c'est à chacun de dire bon bah je passe à l'action dans tel ou tel domaine. Mais c'est que chacun a sa part à faire. Il y a Kiravi d'ailleurs qui dit la part du colibri. Ça peut être aussi ça, mais c'est vraiment dans la matière, dans la société, qu'est-ce que je fais? C'est pas forcément sortir de la société. On peut rester là où on est et agir dans sa vie au quotidien. Et ça peut être peut-être déjà avant d'aller s'isoler ou dans la campagne régler ses affaires de famille. Hein, parce que parfois il y a des personnes qui ont des relations familiales qui ne sont pas forcément équilibrées. Et ça, tous ces sujets touchent la santé en fait. Hein, il y a des personnes qui mangent bio, qui ne se vaccinent pas. Voilà, qui ont toutes les conditions idéales pour ne pas être malades, mais qui sont malades quand même. Ben, parce qu'elles vivent des conflits et des besoins qui ne sont pas assouvis et des peurs derrière. Alors le tout, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a vraiment, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Alors donc, dans le petit livret rouge, il y a une partie sur la médecine de Hammer, juste succinct, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a des livres sur la médecine de Hammer, mais le tout, c'est de trouver le conflit. Et ça aide un petit peu
Ça rassure le mental, on va dire, pour définir et aller plus loin, voir le besoin et la peur surtout que je peux guérir. En fait, il n'y a qu'une seule maladie, c'est la peur. Tout le reste, ben, c'est des catégories, ça rassure, c'est l'éducation, hein, ça rassure l'ego, mais tant qu'on ne s'occupe pas de la maladie principale, la peur, et la peur principale, c'est la peur de mourir. Alors le tout, c'est d'être sincère avec soi-même, et puis de voir ce qu'il y a derrière. Donc c'est simple, c'est très simple. Guy disait il y a quelques années, quand c'est divin, c'est simple et facile. Mais l'ego est compliqué. On est très éduqué dans notre société, très mentalisé. Mais les enfants, ils comprennent très très bien où ils en sont quand ils voient ce tableau. Ils disent « Ah bah moi je suis là » ou « Je suis là ». Il y a un jeune que je connais, là, il m'a dit « Ah, moi je suis là tout le temps ». Parce qu'il y a des enfants actuellement qui sont conscients de qui ils sont. Bah, d'ailleurs, cet enfant-là, il ne veut plus aller à l'école. Il peut plus. Il y a trop de pression à l'école. Donc ses parents l'ont sorti de l'école et font l'école à la maison. Voilà, c'est des choix. C'est sûr que quand on fait un enfant, c'est 20 ans. On a 20 ans pour s'en occuper. Et les premières années, c'est des années importantes. Mais maintenant, les enfants sont des biens de consommation. On fait des enfants parce que tout le monde fait des enfants, la famille parfois pousse aussi, les grands-parents poussent les jeunes à faire des enfants. Et c'est toujours de se questionner, est-ce que je vais faire comme tout le monde? Donc, c'est ça, on a un ego, ici, dans cette partie grise. On a un ego qui nous aide à fonctionner dans la société et à être, à marquer notre différence aussi. Parce qu'on n'est pas, si on se prend pour un mouton blanc, il fait ce que le système lui dit de faire et il ne se démarque pas des autres. Alors qu'un mouton noir, il va commencer à se questionner. Il va se questionner sur la vaccination, il va vouloir se soigner autrement, faire les choses autrement. Hein, les maisons écolos, en fait, surtout tout ce qui est différent. Parce qu'il sait qu'on lui ment, que le système lui ment, lui raconte des histoires. Donc il a un petit peu de bon sens, un peu plus de bon sens que le mouton blanc, et il se questionne. Mais c'est pas de rester là non plus, parce que ça reste de la peur derrière, ou de la bagarre. Alors à force de se battre, on s'épuise. Le mouton noir est très combatif, et il se fatigue beaucoup dans le combat. Le mouton blanc, il est soumis, et le mouton noir, insoumis. Le mouton blanc fonctionne avec des carottes, pouvoir, argent, prestige. Donc on peut voir tout le système, les médecins, les avocats, les architectes et des conseils de l'ordre. Et là, il y a beaucoup de prestige, il y a de l'argent et du pouvoir. Alors, mais même à notre niveau, même si on n'est pas dans ces hautes sphères, il y a parfois une carotte qui nous anime. Alors c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a comme carotte principale, ou comme bâton aussi. Il y a 3 bâtons, le bâton de l'exclusion, dire sa vérité à des personnes qui ne sont pas forcément ouvertes ou qui ne connaissent pas certains sujets, ça amène le bâton de l'exclusion. Vous vous retrouvez, vous n'avez plus d'amis. Si vous dites, par exemple, ne serait-ce que pour les vaccins, moi je ne fais pas vacciner mes enfants, moi ça m'est arrivé, je me suis faite traiter de tout par mes beaux-parents, et vraiment ostracisée. Donc c'est pas forcément évident, mais ça renforce. Et c'est à passer par là, on a à renforcer notre ego, pour après l'abandonner, le tourner vers notre âme. Donner tous les personnages de l'ego à l'âme. Mais c'est important, parce que les personnes qui n'ont pas d'ego, elles se font bouffer, finissent, c'est pas évident pour elles. Alors le premier bâton, c'est l'exclusion, le deuxième, la dépossession. Donc si vous décidez de ne plus payer vos impôts demain, mais que vous êtes propriétaire d'une maison, vous allez vous faire déposséder de votre maison. Enfin ça c'est le bâton, c'est un des bâtons. C'est comme pour la vaccination, on dit aux parents, si vous ne vaccinez pas vos enfants, vous pouvez avoir une peine de prison, une amende, voilà. Donc on dépossède les gens de leurs biens. Et le plus gros bâton, c'est l'élimination. Bon, on voit ce qui est arrivé à Claire Sévrac, par exemple. Elle dénonçait beaucoup de choses, elle a dérangé le système. Et ils ont la technologie pour détruire une personne à distance.
pour la rendre malade. Donc, ça se voit, c'est très courant maintenant. Alors, le tout, c'est parce que la personne, il n'y a pas de solution. Dénoncer, c'est intéressant, mais s'il n'y a pas de solution et de voir que je suis créatrice, parce que Guy aussi, elle a dénoncé la mafia médicale, elle avait dit à ses enfants, je vais écrire ce livre, elle avait déjà eu des menaces de mort, mais elle avait dit, je vais peut-être, donc ça, ils vont peut-être me tuer. Et ses enfants ont dit, ok, écris-le, sors-le. Et elle est restée dans la conscience qu'elle était créatrice de ce qu'elle vivait, et que c'était important pour elle d'écrire ce livre, par conscience et non pas par peur. Et elle n'a pas eu de... Voilà, elle n'a pas été attaquée. Je veux dire, elle est toujours en vie. Elle dérange pas... Elle dérange le système, mais pas trop, on va dire. même si avec son livre, comment ça s'appelle, Madame Guy, son expérience en prison, dû au fait qu'elle arrête de payer ses impôts, elle a arrêté de faire une déclaration de revenus. Elle a fait 2 mois de prison, mais le système a étouffé son affaire. Et après le coup, ils lui ont dit qu'elle n'aurait pas dû faire de prison. Enfin, c'est facile pour qu'elle avait fait 2 mois. Mais bon, c'était son expérience. Elle a vécu plutôt consciente, plutôt que victime. Et au contraire, elle a appris plein de choses avec la prison. Elle a vu qu'elle n'était pas morte en prison, puis que c'était, ça lui a permis de s'ouvrir aux personnes qui viennent en prison, puis qu'il y a pratiquement personne n'a affaire à aller en prison. Et malgré tout, moi j'entends dans le système des moutons noirs, écolos, avec des belles idées, qui disent si, il faut des prisons en France, il faut de la prison. Donc quand ça c'est dit, ça veut dire qu'on cherche, on a besoin d'un sauveur et d'un protecteur extérieur. Alors que le protecteur extérieur, il peut enfermer, entre guillemets, les méchants éléments comme les bons éléments. Ils ont tout le pouvoir. Donc, s'ils décident de mettre les gens dans des camps, ils les mettront dans des camps. Hein. Donc, c'est vraiment de se dire on n'a plus besoin d'un sauveur extérieur. Puisque je crée tout. Je suis mon propre sauveur. C'est mon âme à l'intérieur de moi. Alors, pour continuer, le triangle de l'enfer, victime, sauveur, coupable, impuissance. La souffrance, c'est la tragédie, la guerre, le désordre, l'attaque, la défense. Et ici, la jument souveraine, elle est dans la joie et la paix intérieure. Donc c'est ça qui a à viser, en fait, à vivre la conscience que tout part de l'intérieur de soi. J'ai tout dit. Oui, c'est le docteur Hammer qui dit qu'en fait, la maladie, c'est l'outil de survie parfait qui évite la mort. Alors, si on patiente et qu'on accueille la maladie comme un cadeau, il y a autre chose qui se met en place. Mais c'est vrai que si la peur prend le dessus, mais c'est les traitements, chimio, etc., surtout pour le cancer, qui est cancer égale mort à côté. Quand on se fait faire poser un diagnostic de cancer, on encapsule le cancer et c'est difficile de sortir de... Ça devient comme une croyance. C'est une croyance et ça devient difficile de sortir de ça. Ça maintient dans une chape, en fait, sous une chape. Alors, c'est ça, hein. Avant d'aller chez le docteur, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Parce que c'est difficile, mais pour même si ce n'est pas un cancer, hein, c'est simplement n'importe quel virus, n'importe quel symptôme, vous allez perdre vos dents, n'importe quoi, n'importe chose dramatique qui disent, ou vous en avez pour une semaine ou 15 jours à guérir, mais ils ne sont pas à notre place pour savoir. Le docteur n'est pas à notre place pour savoir comment je vais me réparer. Parce que c'est de la réparation, la maladie. C'est la réparation d'un conflit. Et là, comme j'ai peur, je crois au docteur, au lieu de croire en qui je suis. Tout est là. Je donne mon pouvoir à l'extérieur. À chaque fois que je vais voir quelqu'un en dehors. Alors c'est sûr que c'est parfois difficile à comprendre parce que l'ego, c'est comme un autobus. C'est comme un autobus, il y a plein de monde dans l'autobus.
Et il y a un personnage qui tient le volant, mais c'est pas forcément notre partie la plus élevée. Ça peut être madame, je sais pas, la bonne fille par exemple, la bonne professionnelle. Bien souvent, bon, il y a des personnes qui me demandent mais qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou en référence avec le lieu de naissance, ah ben tu es bretonne. Ben, je dis non, je suis pas bretonne, je suis qui je suis. Je ne suis pas une nationalité, une identité d'une région, d'un pays. Je suis une âme dans un corps. Mais ça, on s'identifie à du faux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors si on a une profession qui est un petit peu glorieuse, c'est sûr, c'est très facile. Mais dire je suis femme de ménage, en général, les personnes n'osent pas trop. Mais c'est tout faux. En fait, on vit dans un monde de mensonges. Et tout ce qui est, comment dire, voilà, c'est une programmation. Et si on ne prend pas conscience de ça, eh bien on meurt. On va vers la mort. Alors, dans l'autobus de l'ego, il y a différents personnages du corps physique, du corps vital et du corps mental. Et au fond, mais l'âme, elle est là, elle est toujours là. Elle est cachée, la pile derrière, mais elle est là. Et à chaque fois qu'il y a un personnage qui va laisser sa place, l'âme, elle va avancer. On va pouvoir prendre de plus en plus de place dans le corps et vivre le divin, la diécité dans la matière. C'est pas de fuir la matière ou se dire bon, on fait au mieux dans cette vie puis on verra dans la prochaine. C'est vraiment de prendre conscience de qui on est dans cette matière-ci et d'élever nos vibrations pour la transformation de l'humanité dans autre chose. On n'aura plus besoin de véhicules, on n'aura plus besoin, paraît-il, de beaucoup de choses. Même manger, on n'a pas besoin de manger en fait. Il y a des personnes qui vivent sans manger. Donc on donne beaucoup d'importance à la nourriture du corps physique. Et la nourriture de notre âme, ben, on la met de côté. Alors on nourrit aussi nos besoins vitaux en pensant, en achetant des choses, en consommant. Et puis les besoins du corps mental, en étudiant, en étant en haut de la pyramide sociale. Et c'est tout faux, tout ça. C'est pas vrai, ça n'a aucune espèce d'importance. En fait. On donne de l'importance qu'à l'extérieur. Et on dépend d'un GPS extérieur. On voit ici, le corps, c'est une voiture. L'ego est dirigé par tout ce qui se passe. C'est pas nous. Alors forcément, on est dans le désordre et la maladie, la disharmonie. Alors que si je me dis, mais c'est mon âme qui est au volant maintenant, eh bien je me dirige vers la santé et la vie immortelle en fait. On va bien, vraiment, c'est un autre état d'esprit, c'est un autre paradigme en fait. Qui est au volant dans ma vie? Alors c'est ça, on peut donner beaucoup d'importance au corps physique, et des personnes, c'est ça, expérimentent la nourriture pranique. Mais c'est encore de l'énergie vitale, la nourriture pranique, et elle est au-delà de ça. Mais un jour ou l'autre, on ne mangera plus. Mais en attendant, si on ne guérit pas nos peurs, on peut toujours manger du prana. Le prana est plein de peur aussi. C'est l'énergie qu'il y a dans l'atmosphère. Donc, c'est pas pur. Puisque je suis un être divin, un dièse, je suis pur. Je ne crois pas en qui je suis. C'est pour ça qu'il y a ça distord et ça rend malade. Alors moi, je vous invite vraiment à découvrir qui vous êtes. La médecine de la mère, on le voit un peu plus dans les ateliers. Alors, je vais vous parler de ce tableau aussi, qui est très, très intéressant, qui permet peut-être que les personnes ne vont pas trop voir. En fait, il y a plein de niveaux de conscience différents. Quand vous voyez un immeuble, dans une cave, si j'aime pas, même si j'allume la lumière, je vais voir ce qu'il y a dans la cave. Mais je ne vois rien dehors, puisqu'il n'y a pas d'ouverture, je ne vois pas ce qui se passe dehors. Je monte au rez-de-chaussée, il y a une fenêtre dans l'appartement, bon, j'ai une petite vue, je peux regarder quelque part, je vois ce qui se passe à l'extérieur. Je monte au premier, je vois un peu plus loin, etc. Plus je monte, plus je vois des choses différentes, je vois un peu plus loin à chaque fois. Si je suis, par exemple, au 3e étage et que je dis à celui qui est au rez-de-chaussée, moi je vois un ruisseau. Celui qui est au rez-de-chaussée, il dit, bah non, mais t'es complètement folle, il n'y a pas de ruisseau. Bah, chacun dit vrai. Chacun dit vrai, chacun dit selon ce qu'elle voit.
Chacun, il n'y a pas à se faire la guerre pour ça, mais c'est ce qu'on fait pourtant. Donc on se bagarre parce que chacun veut affirmer sa vérité à l'autre. Alors que c'est des niveaux de conscience différents. Et c'est pas encore ça, c'est qu'il y a encore aller plus haut, puis au 4e étage, on voit vraiment beaucoup plus loin, et on pourrait dire aussi que dans un étage, suivant la fenêtre, le côté de l'appartement, on voit encore des choses différentes. Mais l'idéal, c'est d'aller sur le toit, et là, je vois le tout. Et je vois la vie comme une pièce de théâtre. Tout ce que je crée pour mon évolution de conscience. Alors les autres sont nos miroirs, et puis soit on leur fait la guerre, soit on se dit, bah tiens, j'avais pas vu ça en moi, et bon, je vais peut-être, ça me dérange, mais je vais regarder si moi je fais pas pareil, ou si j'aimerais pas le faire. Donc ça permet d'œuvrer sur nous-mêmes, et accueillir l'autre tel qu'il est, parce que je suis un moi infini, l'autre aussi est un moi infini. Alors si je prends conscience de ça, je ne peux plus juger les autres, je ne peux plus me sentir séparée. Alors forcément, il y a des peurs qui vont monter, parce qu'on se dit, parce qu'on vit dans une société, un monde où je suis dominée, ou je domine. Et si je suis dominée, je vais avoir tendance à fuir. Mais si je domine, je vais me grossir, mon ego va prendre beaucoup de place. Et c'est ça qui est à sortir de ça aussi. On est en train de se tuer avec notre ego, avec nos dominances, avec nos peurs. Et vraiment, il est temps de prendre conscience, de sortir. C'est pas grave d'être dominé, il faut sortir c'est de l'ego, ça. Tout ça, c'est de l'ego. Mais c'est de le voir. Parce que il y a toute une approche, et puis il y a des peurs qui sont là, et c'est d'aller voir la peur derrière et la guérir. En passant à l'action. Mais tant qu'il n'aime pas, c'est pas la peine de passer à l'action. Voilà. Je parlais tout à l'heure du triangle de l'enfer qui est assez bien imagé, avec un mouton, le loup qui est le coupable. On pourrait voir dans le système de la santé, le loup c'est la maladie, le cancer, on pourrait dire aussi les vaccins. Et le sauveur, c'est le médecin, ou c'est Papa État. Dans la nouvelle loi sur les vaccins, on va dire c'est à cause de l'État qu'il y a une loi vaccinale qui oblige à 11 vaccins. Il y en avait 3 avant, vaccins. Il y en a juste 8 de plus. Et encore, dans les 3 obligatoires, il y en avait plus que ça, qui étaient fortement conseillés. Donc si on n'est pas bien informé, il y avait déjà 5 vaccins, donc ça fait juste 6 de plus. Ça paraît énorme ce que je dis, mais c'est quand même ça que ça prend pour que les jeunes parents se réveillent. Et la formation, il y en a partout sur Internet. Il y a quelques années, moi je n'ai pas vacciné mes enfants, et il y a 30 ans, il fallait la chercher, l'information. Oui, je la trouvais, j'ai trouvé tout facilement finalement. Quand l'ouverture est là, paf, ça vient. Mais quand je ne veux pas, ça reste là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tout est là. Il y a beaucoup de scandales sur les médicaments, et beaucoup de choses sortent, parce qu'on est à l'époque où la vérité se dévoile, et on apprend des choses, on se dit, mais c'est pas possible, ça fait des années que ça existe. Les obligations, ça fait des années que ça existe. Il y a des gens qui œuvrent là-dedans pour la liberté, et c'est pas nouveau. Mais ça prend ça pour se réveiller, pour se dire, ah, mais Papa État n'est pas si gentil que ça, finalement. Ils veulent encore nous mettre 8 vaccins de plus. Alors, est-ce qu'on continue de faire des bébés? Ça peut être aussi une question importante. Est-ce qu'on continue tout ça? Est-ce qu'on continue de fonctionner comme on fonctionnait jusqu'à présent? Alors, dans le livret sur la santé, il y a une page qui s'appelle « Le bilan de vie ». Et je vais juste vous lire les premières lettres, les premières phrases. Après avoir consulté un médecin pour un problème de vue, une jeune femme reçut un diagnostic de sclérose en plaques incurable, avec sombre pronostic. Elle quitta mari, famille, boulot, maison et ville natale. 6 mois plus tard, elle était guérie. Elle avait mis fin au désordre dans chacun des domaines de sa vie. Pas besoin d'attendre la maladie pour remettre de l'ordre. Où en suis-je? Je fais mon bilan de vie par ordre d'importance pour moi. Alors je vais aller voir le domaine de la famille, comment va mon couple, comment vont mes enfants, comment vont parents et fratries. Dans le domaine du travail, comment
va mon travail? Dans le domaine de la santé, comment va ma santé? Dans le domaine de l'argent, où j'en suis avec mes finances? Est-ce que je fais affaire avec les banquiers? Avec l'autorité, quelle est mon attitude face à l'autorité? Aux autorités religieuses, politiques, légales, fiscales, politiciennes, policières? Ensuite, dans le domaine du social, ai-je une place dans la société? Dans le domaine des loisirs, ai-je assez de temps pour moi? Quand j'ai du temps libre, est-ce que je le passe à l'entretien de la maison ou à m'amuser, à me distraire, à m'évader? En sachant qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Hein. C'est juste de faire le point dans sa vie. C'est important. Et ensuite, la dernière question, le sens de la vie. Me suis-je déjà demandé ce que je suis venu faire sur Terre? D'où je viens, où je suis, où je vais? Ai-je trouvé des réponses concordantes avec mon souhait? Alors donc, Personocratia répond à ces questions et recommence sa liste par ordre de priorité. Parce que pour certains, comme je disais tout à l'heure, ça peut être l'argent, pour d'autres, ça peut être les loisirs. Hein, alors qu'on croit qu'on a un problème de santé, mais on va examiner tous ces domaines-là pour voir si on est vraiment dans son axe, en fait. Donc c'est pour ça que la santé, pour moi, c'est pas dû ce qu'on mange, c'est pas la cause, c'est pas la nourriture, c'est pas les vaccins, c'est pas la pollution, c'est voir ce qu'on vit, parce que tous les enfants qui sont vaccinés devraient être malades. Bon, ils ne sont pas forcément en très très bon état, hein, les enfants, non plus, ça touche beaucoup, c'est pas évident, mais il y a des enfants qui restent handicapés, donc on pourrait se dire, si c'est les vaccins qui rendent malades, tous les enfants devraient être handicapés. Pourquoi il y en a certains qui deviennent handicapés quelques jours ou quelques semaines après la vaccination? C'est parce qu'eux, ils ont une sensibilité plus importante. Donc on ne peut pas incriminer, c'est le déclencheur. Dans n'importe quel domaine, c'est l'extérieur et le déclencheur d'un conflit intérieur. Et donc c'est d'aller voir quel conflit je vis dans ma vie. Et de quoi j'ai peur. Alors ici, j'ai ce tableau, bon, je suis désolée parce que j'aurais dû prendre mes très très grands tableaux, et vous n'allez pas forcément les voir, mais si vous voulez, après je les mettrai dans la salle. Et là, il y a les travaux, Guy, elle a utilisé la pyramide des Illuminati, sur le billet de $1, il y a cette pyramide, avec l'œil qui voit tout, sauf que là, elle a rajouté, au milieu, je me souviens de qui je suis. C'est la clé, qui fait que je ne suis plus séparée de mon âme. Mon âme et mon corps sont en lien, ils sont connectés. Alors, elle a utilisé, Guy, son cheminement. C'est vrai que moi, j'ai oublié de dire que j'avais fait beaucoup d'ateliers avec elle, mais sa spécificité à Guy, ce sont les peurs. Alors, elle a fait quand même des ateliers en formation en médecine de Hammer, et là, elle a pu découvrir les conflits. Mais il y a tellement de conflits, il y a une 50aine de conflits en médecine de Hammer, et elle a simplifié en allant chercher les 4 conflits principaux, et elle a regardé derrière les besoins, et ça c'est les besoins de Maslow et le travail de Christian Flesch qu'elle a utilisé pour définir vraiment ce qu'il y a derrière les conflits, et ensuite il y a les peurs. Et c'est super intéressant d'utiliser ça, parce qu'à chaque fois que je suis malade, en fait, je suis victime. Et je vais voir dans quel conflit je vis, soit un conflit de séparation, un conflit d'évalo, ou un conflit de menace, ou un conflit de manque. Je vais voir de quoi j'ai besoin. Donc je peux nourrir ce besoin. C'est ce que faisait Hammer, il aidait les gens à prendre conscience de leurs conflits, mais il ne savait pas assez loin. Donc le besoin est intéressant aussi. On continue à rester dans l'ego, mais c'est une étape. C'est comme toutes les techniques sont des étapes. Mais le but, c'est de dégoter la peur et d'aimer sa peur. Et encore là, c'est la guérison. C'est vraiment d'être consciente, du coup, d'être créatrice inconsciente. Et quand je me souviens de qui je suis, eh bien, il n'y a plus de séparation et je me répare en conscience. Voilà, c'est vrai que la médecine de Hammer, c'est très intéressant. C'est comme la communication non violente, ce sont des outils pour avancer, pour communiquer avec les autres aussi. Là, ça c'est un outil pour communiquer avec soi-même, soit avec soi.
je ne vais pas trop revenir sur ce tableau-là, parce que c'est un petit peu bas aussi, je trouve. On reprend ici le triangle de l'enfer, la séparation avec les peurs, la vraie réalité et la fusion âme-corps qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir passer à la solidarité universelle, mais c'est de ne pas sauter l'étape de l'union âme-corps. Alors pourquoi je vais chez le docteur? Parce que, je disais tout à l'heure, j'ai peur, et je pense que le docteur va me protéger. Et il y a une propagande qui est faite aussi pour que les gens aillent en médecine, bien avant même d'être malades. Il y a plein de tests, des tests de prévention. Et c'est ça qui fait que il y a plein de choses qui sont découvertes alors qu'il n'y a rien du tout. Il y a des erreurs d'analyse, mais il y a aussi on met des gens dans des catégories, on abaisse les taux d'examen pour que les gens continuent à prendre des traitements contre le cholestérol ou des choses comme ça. Les chiffres ont baissé pour alimenter le lobby pharmaceutique. Alors donc tout ce qui est prévention amène aussi des personnes à l'hôpital, alors qu'elles n'auraient pas forcément senti, vu qu'elles avaient un problème quelque part. Mais le fait d'avoir fait des examens, ils trouvent, quand ils ont besoin de remplir les hôpitaux, ils trouvent des futurs candidats, des futurs cobayes. Il faut savoir que, voilà, c'est ça. Bon, je ne suis pas sympa avec le système médical, bon, ils font leur travail. En fait, c'est ça, ils font le travail de nous aider à nous réveiller. Tout comme les politiciens aussi, tout comme tous les gens qui sont dans le système à un certain niveau. Les Illuminati, les francs-maçons, merci à eux. Merci à tout ce qui se passe pour qu'on se réveille, qu'on voit qui on est. Voilà, je crois que j'ai passé... Il reste 5 minutes? Non, c'est bon. Bon, d'accord. Ça passait vite. Mais voilà, donc si vous avez des questions, je peux approfondir les sujets, sans problème. Il y a des questions. Il y a un micro ici, si vous avez besoin. Osez. De quoi avez-vous peur? Parler en public, c'était une de mes peurs. C'est l'expérience qui fait que ça guérit. Bonjour. Bonjour. Vous parlez des vaccins, mais si vous dites qu'on est tous des êtres divins, pourquoi on aurait peur des vaccins alors? Alors, pourquoi on aurait peur des vaccins? Je suis un être divin, pourquoi j'aurais peur des vaccins? Oui, parce que en fait, si tout est conscience, Oui. c'est la conscience qui joue de la matière. Oui. Alors ça veut dire que je peux me faire mettre une puce dans le corps, des tas de produits chimiques, mais je suis conscience infinie, Oui. et ça ne va rien me faire. Tout est conscience. Du moment qu'on n'est pas le corps, pas le problème. Je suis le corps. Non, vous n'êtes pas le corps. La conscience, vous n'êtes pas le corps. Je suis la conscience. Oui, je suis la conscience. Je ne suis pas le corps. Si, je suis le corps. Non, c'est pas vrai. Vous prenez toutes les traditions. C'est pas une question alors là. Non, c'est pas une question. Alors donc moi je vais dire par rapport à ma vérité par rapport au vaccin, je suis consciente des créatrices, eh bien je décide de ne pas accueillir un vaccin. Oui, mais tout apparaît à travers la conscience. Oui, si tu veux. Oui, mais dans toutes les traditions, que ce soit les traditions catholiques, qui a été mal formulée d'ailleurs, hein, on prend les paroles du Christ ou les paroles de Bouddha, ou même dans les traditions hindouistes, même les grands sages comme Ramana Maharshi, Mananda Mohi, ils le disent, on n'est pas le corps, on est la conscience, on est l'âme. Donc tout apparaît à travers la conscience. Donc quand vous parlez de l'éveil, en fait, c'est pas l'éveil, je prends conscience, mais qui prend conscience, l'ego ou la conscience? Alors je suis l'esprit créateur de tout l'univers, amour infini. Je me suis, individualisée, créé une âme
L'âme a créé un corps mental, un corps vital et un corps physique. Je suis séparée de ma conscience par mes peurs, mais je suis ce corps. Et je spiritualiser, c'est le cheminement. Alors, je ne vais pas rentrer forcément dans le débat, c'est je spiritualise la matière. Et tant que je ne suis pas consciente que je suis une âme dans un corps, ben je crois que je suis que ce corps et les vaccins, je peux me faire vacciner et ils n'auront aucun impact sur moi. Ben là, c'est la dualité. Si je ne suis pas consciente de qui je suis. C'est-à-dire qu'on fait des allers-retours. Hein. Je ne suis pas toujours consciente toute la journée de qui je suis. Donc je fais des allers-retours dans mon corps physique, et je m'occupe que de mon corps physique, où je suis dans mes désirs, dans mes besoins, dans mon corps vital. Alors là, j'oublie qui je suis, mais c'est le tout, c'est de revenir à qui je suis. Je suis un corps, et il ne s'agit pas de nier le corps. Et si je nie pas le corps, je ne vais pas mettre n'importe quoi non plus dans mon corps physique. Moi, je vais dire, je ne mets pas l'accent sur la nourriture, mais je suis une âme dans un corps, mais je ne vais pas mettre du coca, de la malbouffe dans mon corps. Je vais quand même me nourrir en conscience. Bon. Ben, c'est le chemin, c'est la démarche. On est en démarche, on est en chemin. Comment dire, vraiment vivre ici. Là, ça va être là, on va être là, dans l'absolu, on va être là complètement. Et le corps là va changer, le corps physique va changer. Mais en attendant, on s'est incarné dans la matière, dans un corps physique. Et qu'est-ce que je fais de mon corps physique? Hein, je le respecte. Alors si je respecte et que j'aime mon corps physique, j'évite de lui mettre des traitements chimiques dans le corps. Et de manger n'importe quoi, mais j'évite aussi d'avoir, je vois mes peurs, je guéris mes peurs, parce qu'on se pollue, pas qu'avec la nourriture et les vibrations. Bon, c'est pas une question vraiment. Ben, c'est ça. Alors, voilà. Quelqu'un d'autre? Tu as peur de la mort? Sinon, tu veux revenir là-dessus? C'est la peur principale, la peur de mourir. Hein. Je vois ça comme ça. Derrière toutes les peurs, il y a la peur de mourir. Et c'est ça qui nous empêche d'avancer et d'évoluer. Mais ça se guérit, ça se fait progressivement, pas à pas. C'est une démarche, un chemin sans chemin. Chacun est sur sa route. C'est ça, la conscience, elle est individuelle, le chemin est individuel. Et en même temps, je suis tout. Hein, je suis tout. L'autre, c'est moi. Si l'autre a des résistances, ben, ça veut dire que moi, peut-être, j'ai des résistances aussi. Donc voilà, c'est toujours d'aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce que je vis. Oui? Est-ce que pour vous, la localisation d'un symptôme, enfin d'un problème de santé dans le corps et l'engage? Je m'explique. Selon la partie du corps ou de l'organe touché, est-ce qu'on peut y voir un sens précis pour faire une lecture de qui on est? Je ne sais pas si ma question est bien claire. Je vais essayer de répondre. Suivant que c'est l'oreille, le genou, oui, qui est touché. Mais oui. Ben moi, je vais regarder, si vous voulez, dans les conflits, là, il y a des organes différents. C'est un très très bon résumé. Il y a plein de livres hein, sur les symptômes, les décodages. Il y a plein de livres là-dessus. Puis moi, ce travail de Hammer qui a été résumé est intéressant parce que c'est l'essentiel et c'est pas nécessaire de perdre trop de temps à décortiquer. Parce que bon, ça peut combler le mental, le corps mental qui a besoin de savoir, de comprendre. Et après, qu'est-ce que je fais après? Voilà. Alors après, c'est d'aller plus loin. C'est dire, bon, ok, alors c'est au niveau, par exemple, je prends un exemple, du système articulaire. Hein, il se passe quelque chose au niveau articulaire, bon, ben, je vois que c'est un conflit de dévalorisation, et derrière, j'ai un besoin de valorisation. Ben, ce besoin-là, je vais, au lieu d'attendre la valorisation de l'extérieur, je vais me reconnaître, apprendre à reconnaître qui je suis.
suis-je vraiment, et à m'aimer, à m'apprécier, à voir les pas que je fais dans la vie. Voilà, il n'y a pas besoin des autres pour être reconnu, mais bien souvent on attend la reconnaissance de l'extérieur, encore une fois. Et là, c'est reconnaître où j'en suis. Et ensuite, j'ai cette peur je vois que j'ai cette peur de la dévalo. J'ai besoin de valorisation parce que j'ai peur de l'anéantissement. J'ai peur d'être rien. Donc là, je vais aimer ma peur. C'est se dire, j'ai peur. L'ego, il va dire non, même pas peur. Parce qu'on ne veut pas voir de quoi on a peur. Alors, et en aimant la peur, eh bien, je peux dire, finalement, si les gens me valorisent pas, c'est pas grave. Ça leur appartient. Moi, je me valorise, je sais qui je suis. Mais bien dans un corps, je suis l'amour infini, esprit créateur de tout. Je suis dièse, donc je suis une âme, donc c'est la plus haute énergie, les plus hautes vibrations. Donc voilà, peu importe le reste. Mais c'est un message, le corps donne un message. Mais je ne reste pas forcément focalisée là-dessus, je vais plus loin. C'est un message de la distorsion entre le corps vital, mental et physique. De toujours l'idée de revenir que c'est un cadeau. Et quand j'accueille le cadeau, je suis créatrice de mon problème de santé, je fais la paix avec. Donc je ne fais plus la guerre. C'est fini la guerre. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, en partie. Pour en revenir au corps vital et mental, comment les situer par rapport à tous les corps énergétiques? C'est le corps énergétique. C'est du corps énergétique, le corps mental et vital aussi. Mais le corps vital, c'est lequel par rapport à... Le corps, alors voilà, ici il y a le corps physique, le corps physique subtil, le corps vital est un peu plus loin, et le corps mental un peu plus loin. Mais ils sont là, en fait, ils sont autour du corps physique. Donc c'est le corps éthérique, le corps vital. Oui, je crois, oui. Moi, je n'utilise pas trop ces termes-là. Dans le corps éthérique, je crois que c'est le corps, c'est ce qui est juste autour du corps physique. Mais c'est important de simplifier, en fait. De simplifier. On a 3 corps, et on a une âme, et on est l'esprit. Voilà. Et ce qui sépare, ce sont les peurs. Je pose une dernière question. Oui. Par rapport au triangle de Cartman, Oui. Pour moi, les 3 positions, c'est victime, sauveur, mais au lieu de coupable, je pensais que c'était persécuteur, le persécuteur. C'est une autre façon, c'est un autre jeu en fait, ça fait les jeux de pouvoir, mais c'est pareil. Coupable ou persécuteur, c'est pareil. C'est pareil. Enfin, c'est pas le même, il joue pas le même, la même médaille, si tu veux. C'est une autre facette qui vient médaille. Bonjour, j'ai pu voyager dans certains pays pour éviter les vaccinations. Par exemple, lorsqu'un gosse a les oreillons ou la rougeole, les parents du quartier envoient tous leurs enfants chez ce gosse en espérant qu'il se vaccine normalement. J'ai été dans un pays aussi où il y avait la polio et où j'ai eu des amis qui ont chopé la polio. Que faire dans un cas pareil? Est-ce que la vaccination n'est pas quand même quelquefois un moindre mal? C'est un gros sujet, la vaccination. C'est une fausse immunité. C'est une fausse immunité. Ça fait partie du monde de mensonges qui fait qu'on croit qu'en étant vacciné, on va être protégé. Il y a des personnes qui sont malades quand même, qui ont les oreillons ou la polio ou n'importe quoi d'autre. C'est atténué, ça atténue. Mais ça amène donc une maladie atténuée, plus tout le cortège de produits chimiques qui vont avec le vaccin et éventuellement la puce. Parce qu'il y a des expériences qui ont été faites de vaccination
contre l'hépatite B, je crois que c'est au Canada, et il y avait des puces dans les vaccins. Donc ils font des campagnes particulières parfois. Il faut savoir qu'un vaccin, ça détruit une partie du cerveau. Donc chaque vaccin détruit des parties du cerveau. Donc on peut voir aussi l'état des jeunes actuels, ou les jeunes qui ont été vaccinés. Ils ont fait des tests, hein. Ils font des tests pour certains groupes de population, pour certaines tranches d'âge. Ils expérimentent. Il faut savoir que le vaccin, personne ne peut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Vraiment, il y a une vague description, une vague notification. Ça fait partie du complexe militaro-industriel. Donc c'est pas de la santé là. Là on est dans la manipulation de masse, la programmation, la destruction de l'humain. Et comme je disais tout à l'heure, la conscience monte, et bien l'élite fait en sorte de garder, de détruire la conscience et de justement pousser la vaccination pour garder les moutons au ras des pâquerettes, pour pas qu'ils s'éveillent en fait, pour pas qu'ils se réveillent. Donc la vaccination est un outil de guerre en fait, tout simplement. Mais ils n'empêcheront pas, c'est pas l'ombre qui est plus forte que la lumière, c'est la lumière qui est plus forte que l'ombre. Donc il y a vraiment à garder ça à l'esprit, que à chaque fois aussi, je peux aussi contribuer à l'ombre ou à la lumière, j'ai le choix. Et la responsabilité de la conscience aussi et de la transformation humaine actuelle. Alors c'est sûr qu'il y a des personnes, c'est tout un contexte, hein, la vaccination fait croire que c'est ça qui fait que ça a protégé. Il y a toute une propagande en disant que oui, grâce au vaccin, telle maladie a disparu. C'est tout organisé, tout ça. Donc le travail de Médecins sans frontières à Médecins du monde est une thèse totale. Les campagnes de vaccination. Qui y servent, ils servent le système. Et puis le but, s'ils font ça en Afrique, des grosses campagnes de vaccination, parce qu'il y a beaucoup d'enfants en Afrique, ils veulent détruire aussi la race africaine. Hein. Ils veulent détruire, absolument. Donc le dernier vaccin, le Gardasil, c'est un vaccin qui stérilise. Hein. Donc pour pas que les humains et les bébés. Alors il faut y avoir plus loin, plus haut, et c'est parfait, parce qu'on a arrêté de se reproduire. Si on n'accueille pas et qu'on n'accepte pas et qu'on ne décide pas, en fait, d'arrêter de faire des bébés, ça se fait de toute façon parce qu'il y a des vaccins comme le Gardasil qui stérilisent les jeunes filles. Puis les garçons aussi parce qu'ils veulent le faire aux garçons. Donc il y a vraiment, c'est urgent de prendre conscience de qui on est. Ou alors l'humanité va s'éteindre complètement, puis il y a tout qui va vers ce sens-là, mais il y a la possibilité d'autre chose, une autre humanité sur Terre. C'est sûr qu'il y a abandonné un petit peu nos attachements, nos désirs, nos apparences, nos carottes, en fait, nos diplômes, nos ci, nos ça. Tout ça, c'est faux. Ça n'a pas de sens, ça ne tient pas. On voit les gens quand ils meurent, finalement. Au bout du compte, après avoir combattu contre la maladie, ils laissent tout après. Ils laissent tout. Le matériel ne part pas avec eux. Hein. Leur diplôme, leur rente sociale, tout ça, c'est fini. Et des gens, ils vont jusqu'à la mort parce qu'ils n'ont pas osé dire non. Ils n'ont pas osé mettre un point d'arrêt à certaines choses dans leur vie. Alors ils vont aller jusqu'à la mort. Bon. Ça nous montre aussi des personnes qui vivent des choses comme ça, comme des pronostics vitaux importants, puis des programmations énormes sur la mort. Moi, ça m'encourage et ça me dit, moi, je décide de vivre à tout prix. Et de rester dans cette vie, même si c'est parfois difficile, et puis que l'ego a envie de se tirer ailleurs, eh bien, je décide de vivre à tout prix, puis de rester coûte que coûte, pour vivre ce qui va se passer dans les temps futurs. Oui, je m'excuse. C'est une question. Hein. Alors, je ne sais pas, c'est toi qui avant, peut-être. C'est vrai que j'avais levé la main. Ah, toi, d'accord, il y a le tas de d'accord. Oui, j'ai beaucoup de difficultés à faire face aux gens qui disent mais enfin, voilà, il y a des maladies qui ont été exterminées grâce au vaccin. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop que leur répondre. Et voilà, le discours que vous tenez, je pense qu'il n'est pas entendable par ces personnes-là. Et du coup, souvent, j'arrête de parler, mais c'est compliqué. On est vu quand même comme
enfin, voilà, j'ai des irresponsables. On me dit, mais quand même, tu as vu le nombre de vies qui a été sauvé depuis qu'il y a le vaccin contre la rougeole ou je sais pas, ou le tétanos. Et j'avoue que je ne sais pas quoi répondre à ces gens-là. En fait, il n'y a rien à dire en fait, parce que c'est entretenir la guerre. Si tu donnes des arguments sans arrêt, ces personnes-là, elles sont tellement ancrées dans leur croyance que c'est les vaccins qui ont fait arrêter les maladies. Tu peux donner plein d'arguments, plein de ci, plein de ça, c'est oui, non. C'est la balle, hein. On se balance la balle, et à un moment donné, si on veut arrêter la guerre, on sort du jeu. Et toi, c'est de voir là-dedans, c'est peut-être la peur de l'exclusion. Quelle peur tu vis là-dedans si les gens ils n'entendent pas que bon, la vaccination ça fait plus de dégâts qu'autre chose, c'est de voir toi ce que tu vis. Eux, ils vivent ce qu'ils vivent, et toi, là-dedans, le cadeau il est pour toi. Ils ne veulent pas m'entendre. Peut-être le besoin de reconnaissance, d'être entendu. Et du coup, la peur, ce serait plutôt la peur de la dévalorisation. Et puis derrière la dévalorisation, derrière l'anéantissement, il y a la peur de mourir. Si je ne suis plus rien, je vais mourir. Merci. Alors, il y avait une autre personne devant, puis toi après, d'accord. Le micro avance. Pardon. C'était juste pour donner un point de vue par rapport à l'ego, comme vous disiez tout à l'heure. Vous aviez dit que, en fait, si on avait, il fallait avoir un ego pour pouvoir avancer dans la vie. D'accord. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce point de vue. Moi, je vois plutôt l'ego comme quelqu'un qui soit faible, donc il est soumis, il est dans la souffrance, il va être victime. Ou sinon, il engendre le côté, comme vous disiez, celui qui domine, il va être dans l'attaque, mais derrière quand même, il y a une souffrance. Pour moi, en fait, l'ego, il est inutile. Il est juste un petit test qui est là depuis chez tout le monde. Et qui cache, si vous voulez, l'âme première qui est extrêmement forte derrière. L'âme, il a un pouvoir, en fait, quand il n'y a pas d'ego, il est dans cette justesse. Quand il y a quelque chose qui va pas, il est capable de le dire sans se faire mal. Et en ayant dans cette vérité, voilà, quand il y a des choses à ce moment-là, il a besoin d'expliquer les choses, il a pas mal. C'est ça. L'ego, c'est une douleur, l'âme n'a pas de douleur. Et là, il y a une force qui est cachée là. Ça a travaillé, ça a développé. L'ego, c'est ça, ça nous aide à se placer dans la société, à vivre en société, comment dire, à prendre les coups. Hein. Les gens qui n'ont pas du tout d'ego, ils sont complètement rabattus tout le temps par les personnes ou par d'autres. Voilà, c'est pas forcément évident à vivre dans la société. Pour marquer à vivre sa différence, par exemple, il y a besoin d'un ego. Mais après, c'est tourner l'ego, c'est le donner à son âme. C'est pas rester dans l'ego. J'ai pas dit qu'il fallait rester dans l'ego. Hein. C'est qu'à un moment donné, ça a du sens, et puis ça n'a plus de sens à un moment donné. Mais l'ego nous aide à fonctionner. Si on a un corps mental, j'ai besoin d'organiser ma vie, même si je suis de plus en plus centrée sur mon âme, j'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin d'acheter des courses. C'est mon ego qui va m'aider à ça. Et il est au service de mon âme, pour vivre la spiritualité dans la matière. Mais c'est pas lui qui mène, c'est pas lui qui mène ma vie. Il est au service de l'âme. Voilà, c'est ça. C'est une priorité qui est différente. Parce que bien souvent, quand on n'est pas conscient de qui on est, c'est l'ego qui mène. C'est lui le boss. Alors c'est là qu'il y a à faire le renversement de conscience et mettre l'âme avant l'ego. Mais l'ego, il n'y a pas à détruire l'ego, à faire la guerre à l'ego. Il est là, point. Après, c'est de voir... il y a l'ego et les personnages qui nous empêchent de nous donner à notre âme. Donc c'est de voir avec ces personnages égotiques, de transformer, vraiment les transformer pour avancer. C'est subtil, mais ça après, cette pratique-là, c'est vu dans les ateliers aussi. Hein. C'est un peu court en 1h30, de vraiment aussi complètement ressentir ce qui est là. Excusez-moi. N'est-ce pas encore un ego qui va rester en vie? Parce que vous parlez de vaccins, des médicaments, des médecins. C'est toujours en rapport aussi. Parce que celui que je vois, vous dites que la personne qui est devant moi est le reflet de moi-même. Donc ça veut dire que la personne devant moi est aussi un être divin. Alors que j'aille voir un docteur ou que j'aille voir un thérapeute. Mais si je n'ai pas conscience de qui je suis,
je suis ici dans cette conscience, donc le système Papa-État me dit il faut faire un vaccin. Je vais, si je n'ai pas conscience que ma toute-puissance est à l'intérieur, je vais croire Papa-État qui me dit c'est bon de faire un vaccin. Je vais faire le vaccin. Mais si j'écoute ma conscience à l'intérieur, je me dis mais attends, c'est quoi? Moi, je me suis questionnée la première fois que j'ai été mère de famille, j'ai fait vacciner mon premier bébé. Bon, j'avais accouché à l'hôpital. Je trouve ça une calamité pas possible. Une grossesse, c'est pas une maladie. Et c'est traité comme une maladie pourtant. Et le bébé vacciné pratiquement une semaine après, un truc comme ça, rebelote 2 mois après, puis je l'amenais chez un pédiatre en bonne mère que j'étais, je voulais l'amener chez un pédiatre. Bah forcément, ils ont le programme, ils sont dressés pour ça, ils sont formatés pour les vaccins. Et ils continuaient les vaccins, puis je me disais, mais c'est bizarre quand même, on vaccine un bébé contre le tétanos, mais il ne va pas te faire de jardin, là encore, il ne va pas triturer la terre, il craint rien au niveau du tétanos. C'est quoi cette histoire? Et c'est à l'intérieur, ça me disait, c'est pas ma vérité. Cette histoire de vaccin, c'est pas ma vérité. Et j'ai vu le bébé pleurer de se faire vacciner, c'est une piqûre, voilà, c'est pas forcément agréable, il avait mal. Et je me suis questionnée, j'ai cherché, et j'ai vu que j'ai trouvé le livre qu'il fallait que je lise pour aller plus loin et pour prendre la notion de ce qui est à faire ou pas faire pour moi, ce qui me semblait juste à ce moment-là pour moi. Oui, mais un bébé, il n'a pas tous ses concepts. Est-ce qu'on lui demande son avis avant de vacciner le bébé? Et non, parce qu'il n'a pas de concept. Bon, bah alors c'est les parents qui sont responsables. C'est la femme qui est responsable de le faire vacciner ou pas. Sauf que dans la loi, il y a toujours un niveau à ce moment-là. Sauf que l'enfant dans la loi n'appartient pas aux parents, il appartient à l'État. Oui, mais là, on rentre encore dans des conflits pas possibles. C'est de voir les choses en face, en fait, parce qu'on peut se voiler la face. On critique les femmes musulmanes qui ont des tchadors sur la tête, mais nous, on a un bandeau sur les yeux. Alors, on ne veut pas voir. On ne veut pas voir ce qui nous dérange. Et c'est ça, hein. Il y a un cadeau derrière, il y a quelque chose. C'est une résistance à quelque chose. Ben après, je veux voir toi, est-ce que tu es concerné vraiment par les vaccins? Pas du tout. Bon, alors, pose-moi une question dans laquelle tu es concerné. Ce sera peut-être plus vivant, du coup. Plutôt que chercher à avoir raison. C'est pas chercher à avoir raison. Je pose une question. Ben, c'est toujours de voir que la vie, je suis venue vivre le divin dans la matière et prendre conscience de qui je suis. Eh bien, si je suis une victime, j'ai un sauveur, un bon docteur, et c'est tout. Puis c'est parfait, si je veux vivre cette expérience-là, il n'y a pas de problème. Si chacun fait ce qu'il a à faire, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire vacciner, mais chacun a à avoir maintenant l'information et de se vacciner ou pas en conscience. Hein, c'est pas la technique, la méthode, peu importe, c'est la conscience. Alors, c'est juste, ça prend ça. Hein. Qui suis-je vraiment? Est-ce que j'accepte tout de beau, tout ce qu'il me dit de faire? Ou est-ce que je réfléchis? J'ai un libre arbitre. J'ai un libre arbitre. Donc je l'utilise. Si je suis là, je crois, à la vaccination. J'avais été mordu par un chien enragé. Et je pense que sans un vaccin, j'aurais eu peu de chances de survivre. Ben, ça marche, hein, les croyances? Oui. Ça marche, les croyances, parfois. Quand on est à 10 000 km de chez soi et qu'on a, entre guillemets, la chance de trouver quelqu'un, un médecin. Tout est parfait, en fait. C'est non, non, c'est pas parfait, je dis pas ça. Hein. C'est ce qui est fait est fait. Oui, ça a marché. Mais il n'y a pas à se juger. Moi, je ne me suis pas plus que ça non plus culpabilisée d'avoir vacciné mon bébé. Hein. Je l'ai fait avec les moyens du bord, j'avais la connaissance que j'avais. Puis quand j'ai eu l'information, ben, j'ai arrêté. J'ai arrêté les vaccins. Après, maintenant, il est majeur, il fait ce qu'il veut de sa vie. Hein, il s'est fait vacciner depuis. Bon, ben, voilà. Mais moi, en tant que mère, je ne sentais pas du tout de vacciner. Et mes 2 autres enfants, je ne les ai pas vaccinés du tout. Et j'étais OK avec ça. Mais ça m'a fait voir la peur des autorités, parce que les autorités menacent les parents de la prison, de l'enlèvement d'enfants, etc. Et ça m'a fait vivre des peurs à ce niveau-là, mais j'ai accueilli mes peurs.
Puis en fait, c'est juste des bâtons qu'ils mettent pour que les gens plient devant leur autorité. Alors est-ce que je plie devant l'autorité extérieure ou devant mon autorité intérieure? C'est ça. J'ai juste à me donner à qui je suis. Oui, mais qu'est-ce qui vous dit que vous êtes dans la vérité? C'est ma vérité. Voilà. Je transmets ma vérité et chaque individu a sa vérité, effectivement. C'est évident. Chacun a sa perception de la vérité. C'est pour ça autant d'individus que de perception de la vérité. Mais il y a une vérité, pour moi, c'est que je suis créatrice, chacun est créateur de sa vie, pour moi. Le créateur c'est pas le bon Dieu, c'est pas Jésus, c'est pas Bouddha. Ils ont existé, certes, mais c'est des avatars, mais c'est pas ça. Je suis tout. Je suis Bouddha, moi aussi, je suis Jésus, je suis tout. Je suis Macron, je suis les lois qui se passent dans le système. Je ne fais pas la guerre aux lois, parce que c'est moi qui les crée. Seulement, je vais agir en fonction de ce que ça me dit. Je ne fais pas de pétition, par exemple. Je laisse les autres en faire s'ils veulent. C'est simple, mais c'est comme on n'est pas habitué à ce que ça soit simple. Alors donc, la nourriture, tout ça c'est pareil, hein, c'est très simple, on n'a pas besoin de dogme d'aucune sorte. Mais parfois ça passe de passer par un dogme pour vivre l'expérience. Moi j'étais végétarienne strict. Bon, strict, je mangeais du poisson. Donc il y a encore des courants hein, dans le végétarisme. Et quand j'étais enceinte de ma dernière fille, j'ai eu une envie de manger de la viande. Voilà, je suis passée devant un rayon de charcuterie, j'ai eu une envie de manger de la viande, j'ai pas mangé de viande. Moi, j'ai dit non, je ne mange pas de viande. C'était mon dogme, je ne mangeais pas de viande. Bon, j'ai eu cet enfant, elle a grandi, elle est allée en vacances chez ses grands-parents, puis elle est revenue, elle me dit « Maman, j'aime la viande ». Bon, la bonne mère, elle a pris une petite claque dans son ego, et puis, j'ai dit « Est-ce que je ne suis pas en train de la priver de viande ?» Elle en mange chez sa grand-mère, ça faisait mon affaire qu'elle allait en vacances chez sa grand-mère, puis qu'elle mange de la viande à ce moment-là. Mais en fait, j'ai un peu consulté toute la famille, et puis j'ai vu qu'il y avait des choses à revoir, et que finalement j'ai laissé tomber mon dogme, et puis j'ai refait de la viande de temps en temps. Et voilà. C'était plus une ouverture et une autre expérience, sans pour autant retomber dans n'importe quoi. Parce que la vie, on fait des expériences, et puis on grandit là-dedans. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Ben, je n'irai pas me faire vacciner pour autant. C'est clair. Et aller chez le docteur, sauf à moins d'avoir une hémorragie du sang qui pisse, ou vraiment un truc très grave, peut-être, je dirais, très 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 grave, mais il y a très peu de chance, que je vais aller chez le docteur. J'y crois pas. C'est sorti en fait c'est sorti de ma vie, moi, le docteur, le thérapeute aussi, hein, parce qu'en étant naturopathe, j'ai vu que je pouvais faire des prescriptions de compléments alimentaires de toutes sortes, que je pouvais mettre des diagnostics aussi, et c'était pas bon c'est pas juste pour moi, parce que pour moi c'était que la personne apprenne à se guérir elle-même. Et moi, avoir la stature de thérapeute, ça ne me convenait pas. Alors, je préfère donner les outils pour que les personnes s'autonomisent et fassent leur autopsie, c'est le cas de le dire, de tout ce qu'elles vivent, plutôt que leur donner comment on dit, le poisson pour les nourrir. Je préfère leur apprendre à pêcher. C'est plus pour ça que persocratia, la souveraineté individuelle me convient. Je le vis moi aussi, et il n'y a pas de niveau dans l'enseignement, il n'y a pas de premier degré, deuxième degré. Chaque jour j'intègre ma conscience créatrice, et parfois j'oublie, puis je me ressouviens qui je suis, et c'est un chemin sans chemin, pas forcément facile, mais en même temps encourageant. Puis j'encourage les autres personnes à découvrir qui elles sont. Voilà, c'est encore la dernière question, et après c'est fini, me dit Anne. C'est peut-être moins une question qu'une réflexion.
est question de prise de conscience. Et entre le moment où on s'en réfère à l'extérieur, au médecin par exemple, et le moment où on est son propre médecin, il y a tout un chemin à parcourir qui peut être très long, parce que être dans une conscience éclairée,